L'élection présidentielle américaine, l'occasion pour Benoît Duquesne et ses invités de s'intéresser à un président qui a marqué les États-Unis et malmené sa fonction, Richard Nixon. C'est le seul même à avoir été élu à un mandat national 4 fois, 2 fois vice-président, Oui, 2 fois président. absolument. Il n'y a que Franklin Delano Roosevelt qui a fait pareil, autant, 4 fois président. Donc il a été quand même très aimé, et y compris même après sa chute, après le Watergate, il est revenu en grâce dans les années 80 chez les Républicains, et sa mort en 94 est un vrai drame national, en tout cas mis en scène comme ça, avec tous les présidents encore en exercice, enfin en exercice et vivants qui sont là. Donc haï, en fait, c'est très compliqué. Je crois que Nixon, il a été effectivement, donné l'histoire américaine, dans ses creux et dans ses pleins. C'est ça qui est frappant avec Nixon, c'est qu'il a marqué, je crois, 40 ou 50 ans d'histoire américaine, comme aucun président peut-être ne l'a fait. C'est vrai qu'il a été quand même détesté. Je crois qu'il a fait honte aux Américains au moment de l'affaire du Watergate. Ce qui a été révélé de sa manière de parler, de ses attitudes ou ses choix quand même assez mafieux, c'était pas une Amérique dans laquelle les Américains voulaient se reconnaître. Et puis, il a eu ce retour en grâce que vous mentionniez, comme un peu un sage de la politique étrangère, parce que finalement, il a quand même aidé l'Amérique à sortir du Vietnam. Donc comme quelqu'un de pragmatique, de pas idéaliste, mais il y a des phases où le pragmatisme paraît la bonne attitude, et il y avait effectivement 4 présidents à ses funérailles. D'où lui vient ce qualificatif ou cette appellation de tricheur à Nixon? Est-ce que c'est de ça, cette façon qu'il a manipulé les choses à ce moment-là, ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Ça vient de sa première candidature au poste de représentant en Californie. Son opposante considère qu'il a des méthodes qui sont des méthodes presque d'escroc. Et elle trouve ce surnom, Tricky Dick, qui va faire florès dans la presse. Tricky Dick signifiant Dick Richard, Richard un peu les coups tordus, quoi, qui fait des coups tordus. Je pense que coup tordu, c'est une bonne traduction de l'effet que produit ce terme. Les présidents ont généralement des surnoms comme ça. Bill Clinton était Slick Willie, c'est-à-dire Bill sur qui tout glisse, en gros, qui se débrouille. Là, c'est un peu les coups tordus, mais moi, ça me rappelle immédiatement les images pendant le scandale du Watergate, où Nixon, avant d'être obligé finalement de partir, arrive à la télévision, explique sa version des faits en disant « Je ne suis pas un escroc ». On a arrivé à voir le président des États-Unis qui regarde les caméras dans les yeux, si j'ose dire, et qui dit « Je ne suis pas un escroc ». C'était quand même un moment assez tragique de la présidence américaine. Et immédiatement, que pensez-vous quand vous écoutez ça? Que c'est un escroc. Moi, je trouve qu'en ce qui concerne le bilan, au niveau de la politique extérieure, le contact avec la Chine, son premier voyage en Chine, où il a pris tout le monde de court. Ensuite, la volonté de démilitarisation ou de maîtrise des missiles, et avec ce qu'il a engagé avec les Russes, avec l'Union soviétique de l'époque, via l'ambassadeur Dobrynin, c'est 2 éléments absolument fantastiques. Et je crois que c'est le côté très positif de sa politique extérieure. Mais ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, il a eu ce culte du secret. Et notamment avec Kissinger, où il menait un certain nombre d'opérations. Et ce culte du secret, à mon avis, a dû le pousser à finalement aller trop loin dans le problème des écoutes, et puis ensuite la paranoïa qui a amené à la chute. Ce n'est pas un président médiocre, c'est un président qui a une vraie stature, qui a été par moments un homme d'État. Mais c'est vrai que l'humiliation de ce départ fait qu'il ne peut pas être rangé parmi les grands présidents, parce que ça n'est pas un départ injuste. Donc l'histoire ne peut pas regarder en arrière en se disant ça n'aurait pas dû arriver. Il a vraiment fauté, il a vraiment payé pour ce qu'il avait fait. Mais c'est vrai que le lien avec la Chine, l'ouverture avec la Russie, même certaines prises de position au Moyen-Orient, la manière de se désengager du Vietnam, ce sont des éléments de politique étrangère très forts. Je pense que sa politique étrangère a été meilleure et plus efficace que sa politique intérieure. Dans le bilan de Nixon, le pire, c'est que je crois qu'il a abîmé la présidence, abîmé la nation, la fonction, et abîmé l'Amérique en tant que telle. Et par conséquent, après, Gerald Ford et surtout Jimmy Carter ont tenté de désacraliser la fonction. Mais ça a échoué. Mais ça a été un désastre. Ça a été un désastre. Comme quoi, effectivement, l'équilibre est difficile. Et vous avez raison, Nicole Bacharan, d'expliquer effectivement que le président n'est pas normal. Quand on a tenté un président normal, je crois que le parallèle Hollande-Carter, il est intéressant. Quand on tente un président normal qui porte lui-même son sac de voyage, par exemple, ça finit dramatiquement parce que les Américains, au bout d'un moment, certes, ça peut les exciter lors de la campagne,
Mais à la tête des États-Unis, ils veulent quelqu'un d'exceptionnel, Le président. qui soit le président, Mr. President. On est encore dans les mythes, hein. Un mythe fondateur de l'idée de la présidence, effectivement, de quelqu'un d'extraction modeste. N'importe qui peut devenir président des États-Unis, mais en fait, les Américains veulent pas que n'importe qui soit président. C'est un peu le paradoxe, un peu d'un Jimmy Carter, par exemple. Bill Clinton refera le coup, hein. The Man from Hope. Je viens d'une petite ville, etc., l'Arkansas. Il refait l'histoire. Et Reagan aussi. On raconte cette histoire. Ils viennent de milieu modeste, mais après, il faut des brillantes études. Ils viennent de milieu modeste, certains d'entre eux. Ah, il y a quand même ça. Oui, bien sûr. On est attaché à ça. Mais pas En tous, tout hein. cas, Kennedy non, Franklin Delano Roosevelt non plus. À l'arrivée, ce sont quand même des hommes de l'élite pour la plupart d'entre eux et qui sortent des mêmes écoles, hein. Cette année, on a deux diplômés de Harvard qui sont en lice. Bush à Harvard, Clinton à Yale. C'est difficile, mais Clinton, Reagan, Truman étaient tous des familles très vraiment d'un modestes. milieu Nixon très aussi, modeste. j'en suis C'est sûr. le Absolument. fameux storytelling. On doit raconter une histoire qui parle aux Américains et aux mythes américains. Il faut entretenir l'illusion, à défaut de réalité, que tout est possible dans ce pays. Et le président, qui est le premier d'entre eux, doit être celui qui incarne le plus ce mythe. Mais c'est vrai que le président qui vient d'un milieu très modeste et qui fait ses études avec des bourses, et qui devient président des États-Unis, ça existe. Je veux dire, Obama est venu d'un milieu franchement modeste. C'est pas la misère, mais enfin vraiment modeste. Mère célibataire la plupart du temps. Qu'est-ce que Mais les Américains... à l'arrivée, la formation de l'élite, même si je trouve que le parcours d'Obama est d'ailleurs particulièrement intéressant parce que vous sentez que c'est à la base un outsider, un milieu modeste, bon, une couleur de peau unique à cette fonction. Il a observé et intégré les codes de l'élite de la côte Est à la perfection. Il n'y a pas dans tout son comportement rien qui en déroge. Il y a des choses qui se font, qui ne se font pas, et il faut parvenir à incarner cette fonction qui, comme vous le dites, est une fonction différente de toutes les autres. Fonction présidentielle Fonction américaine. Pour les présidentielle. Américains, comment ils se projettent dedans, qu'est-ce qu'ils attendent de leur président et qu'est-ce qu'ils ne supportent pas qu'il fasse En d'ailleurs. fait, je pense que c'est une des énormes différences entre la France et les États-Unis. Le président, sur la Ve République, a un immense pouvoir. Probablement plus que le président des États-Unis. Honnêtement, à mon avis. Oui, nettement. oui, oui. Et l'Assemblée nationale Parce qu'il y a pas le n'a pas du tout contre-pouvoir. le même pouvoir en France que le Congrès aux États-Unis. L'exemple que j'aime bien donner très souvent, c'est que quelqu'un qui est membre de la commission de finances dans le Sénat américain ne quittera pas sa poste pour devenir ministre des Finances. Ce n'était jamais vu, sauf dans le cas de Benson, qui était au bord de retraite. On a plus de pouvoir à l'Assemblée, Oui. au Au Sénat. Congrès américain, au Oui, Sénat. oui. Et le ministre des Comme Finances, il ministère. est là pour exécuter les lois passées par le Congrès. C'est le Congrès qui décide. Et le budget et les impôts, c'est fixé par le Congrès d'abord. C'est pas une proposition de gouvernement qui vient. Donc, le président, c'est important, mais c'est beaucoup moins important que le président de la Ve République. Il y a souvent une illusion en France qu'il n'y a pas de protocole, pas de hiérarchie aux États-Unis, qu'on appelle tout le On est monde par son décontracté, prénom. etc. Voilà, il y a des lieux et des moments où on est décontracté, en tout cas en référence à ce qui se passe en France, et des moments non. Je veux dire, personne n'appelle Obama par son prénom, c'est Mr. President. C'est inenvisageable, je veux dire, la familiarité avec le président. Bon, mais par ailleurs, le président américain peut se prêter à des émissions de télévision un petit peu comiques. Il peut faire de l'humour, de l'autodérision. Tout ça a été écrit d'avance. Il a des écrivains de blagues. Il prend pas de risques. Mais c'est admis. Je vous donne un exemple récent. Il y avait le 100e anniversaire d'un stade de baseball à Boston il y a 2 mois, dans lequel il y avait un spot du président Obama. Dans Massachusetts et Boston, c'était une ville extrêmement démocrate, et il était sifflé parce que c'était pas son rôle. Les Américains étaient un peu étonnés de voir que le président des États-Unis est sur une image pour fêter le 100e anniversaire d'un stade de baseball. C'est pas considéré comme digne Donc du il faut de qu'il garde présidence. son rang, qu'il garde sa Voilà, place et qu'il ne dévoie pas sa fonction ou son image. oui. Sur ce qui se profile là, parce qu'on est quand même dans un moment important, on est à 6 mois d'une élection. Exact, avec sans doute Obama, avec sans doute Mitt Romney. Exact. Vous êtes républicain, Mitt Romney, c'est quasiment acquis. C'est sûr. Oui, non. Il y a quand même encore un candidat qui traîne. Je mais pense que Ron Paul a annoncé qu'il arrête sa campagne hier. Oui, donc il arrête la campagne. que Mitt Romney. C'est Mitt Romney. Bon, alors si on veut un petit peu faire un dessin, d'abord de Mitt Romney, c'est qui ce Mitt Romney? Mitt Romney, c'est un homme un d'affaires. fils, d'abord c'est un fils d'un ancien gouverneur de Michigan qui était républicain dans les années 60, qui était lui-même opposant à Nixon pour la nomination républicaine en 1968. Et
mais qui a échoué, mais qui était un grand homme de fer et un homme politique dans les années 60. Mais on dit qu'il n'a pas de conviction, qu'il est, il a que le nom de républicain, mais qu'en fait on ne sait pas trop ce qu'il est. Il est centriste. Ça explique nos primaires assez bizarres en fait. C'est la première fois que j'ai vu ça. Romney, c'est quelqu'un d'assez centriste. Il était inscrit comme indépendant aux États-Unis. Centriste en France, c'est pas une marque qui marche bien. Non, faites attention. Indépendant jusqu'en 1994. En 1994, il est devenu républicain. Et en 2000, je pense, ou 2002, il était élu gouverneur de Massachusetts. Massachusetts, comme je vous ai dit, c'est un État très démocrate aux États-Unis. Et il a passé un certain nombre de réformes. Il s'est pas représenté pour être réélu gouverneur. Il avait fait une réforme de la santé au Massachusetts dont s'est inspiré Obama. Et ça, c'est pourquoi plein de républicains pensent que, bon, ils disent qu'il est républicain, mais des républicains depuis peu de temps. Il avait déjà 45 ans qu'il a décidé de devenir républicain. Mitt Romney est le pire leader républicain qu'on peut s'imaginer parce qu'il n'a pas de conviction. Je rentre de 6 mois aux États-Unis où je travaillais avec la Hoover Institution, qui est une institution très républicaine. Il n'y a aucun enthousiasme, aucune confiance en cet homme-là, parmi les républicains. Et si il a été effectivement sélectionné comme le candidat républicain, c'est parce que bien qu'il ait donné tellement de gages à la droite chrétienne la plus dure, les gens se sont dit au fond, il ne fera pas ce qu'il dit. On ne va pas faire de parallèle, ça continue. Donc, vous allez dire qu'il est mou et on lui fait pas confiance et ça c'est dommage. Il n'est pas mou, mais son histoire politique un peu effectivement difficile entre le centre et la droite fait que les démocrates l'appellent the flip-flop candidate, c'est-à-dire le candidat qui change d'avis tout le temps. Tout le temps. Et ça c'est terrible. Ça c'est terrible parce que vous avez parlé tout à l'heure des publicités négatives dans les campagnes. Les démocrates, c'est du beurre pour eux. Ils sortent sur l'avortement, sur le mariage homosexuel, sur la réforme de santé. On place une déclaration. Toutes les réformes engagées ou promises par Obama. Et moi, je suis sûr que Obama, volontairement, notamment sur le mariage gay, annonce des mesures plutôt socialement en avance, exprès pour forcer Romney à se droitiser et ainsi à se dédire. Obama, ce premier président noir aux États-Unis, enfin, ça a été un espoir pour beaucoup. Cet espoir, il l'a trahi, il en était à la hauteur et quoi. Je pense qu'il a eu une situation plus difficile, vu la crise mondiale, qu'on pouvait s'y attendre, ce qui l'a gêné peut-être dans une certaine mise en place de sa politique. Et puis, on revient à ce que nous disions tout à l'heure, le Congrès a mis son veto à un certain nombre de mesures. Que lui, hein. Oui, mais à partir du moment où le Sénat et c'est la Chambre des représentants qui n'est pas de la même couleur politique, elle a mis le bâton dans les roues très très fortement. Et donc il y a un certain nombre de réformes qui n'avancent pas, notamment la réforme de santé n'est pas encore appliquée. C'est vrai que son bilan est quand même très mitigé, que les Américains ne sont pas contents. Après, il faut répartir les responsabilités, mais à l'arrivée, il est dans la position d'un président sortant dans un pays qui reste quand même en crise. Donc vous voyez la comparaison avec l'Europe, il est très difficile de se faire réélire en tant que président sortant. Mais il a un mauvais adversaire en face de lui. Ou le bon pour lui. Oui, le slogan de Joe Biden, enfin ce qu'il a trouvé, la formule je trouve géniale, qui a depuis répété, c'est Obama, ok. Ben Laden est mort, General Motors est vivant. C'est son vice-président, vous parlez. Oui. Ben Laden est mort et General Motors est vivant. Oui. Point final. Voilà ce que c'est Barack Obama. Et les deux choses qu'il a fait, il a sauvé General Motors et il a tué Ben Laden. Mais non, mais c'est pas rien. C'est pas rien, surtout que. En formule concise, c'est excellent. Surtout que General Motors, il y a quelques années, Mitt Romney avait dit il faut les laisser mourir.